Amis fidèles lecteurs de News Basketball Africa, bonjour, bonsoir. Nous avons le plaisir d'être avec l'un des commentateurs les plus célèbres du basketball mondial, à savoir M. Georges Eddy. M. Georges Eddy, bonjour. Bonjour. Alors, M. Georges Eddy, un mot sur la participation des équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Tout le monde sait que c'est historique de voir le Sénégal et le Nigeria remporter déjà des victoires. C'est jamais arrivé par le passé. Le Nigeria a même mené pendant 18 minutes sur 20 dans la première mi-temps face à Team USA. Donc ça, c'est un exploit exceptionnel. Le Sénégal a tenu tête aussi à Team USA. Donc c'est ultra positif pour le basket féminin en Afrique. Alors, selon vous, par rapport à la prestation de ces deux équipes, est-ce que cela montre que le basketball, particulièrement féminin, a progressé en Afrique? J'espère. J'avoue que je ne suis pas un expert de ce qui se passe au niveau du terrain au jour le jour dans chaque pays africain, mais vu les performances du Nigeria, certes, il y a beaucoup de filles américaines dans cette équipe, mais avec des origines nigériennes. Après le Sénégal, on a des filles formées au pays et qui jouent un peu en Europe, dans des clubs UP. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de talent, ça on le sait. Et si on arrive à former et donner des infrastructures à ce talent, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on va produire des super joueurs en Afrique pour les 100 prochaines années. Alors, est-ce que l'Afrique, telle que l'on voit aujourd'hui, peut, dans 5 ans ou 10 ans, avoir une équipe, peut-être atteindre le dernier carré? Est-ce que c'est possible ou accessible selon vous? Tout à fait, tout à fait. De toute manière, ça s'est joué à un match. Donc après, ça dépend un peu des adversaires, le tirage au sort, les tableaux. Et je pense que vu la progression jusqu'ici, ce que le Sénégal et le Nigeria ont réussi à faire dans ce tournoi, ça doit donner des ambitions pour les tournois à venir. Alors, M. Georges Eddy, on ne peut pas vous rencontrer sans pour autant parler de la NBA. Alors, cette saison, selon vous, qui sera le favori? On a vu LeBron James débarquer de Cleveland à Los Angeles. Est-ce que ça fait des Lakers le favori pour le titre? Je ne crois pas. Je pense que ça va améliorer les Lakers. Ils ont une grande chance d'aller en play-off. Parce que dès que vous avez LeBron dans votre équipe, vous allez en play-off et vous allez même loin jusqu'à la finale. Parce qu'il fait 8 finales de suite avec Cleveland. Mais bon, c'est un effectif plus jeune et il va falloir créer un collectif et tout ça, ça va prendre du temps. Je pense que les Lakers vont être encore plus forts la saison prochaine quand une autre star va accompagner LeBron et les jeunes joueurs autour, comme Lonzo Ball. Et là, peut-être les Lakers vont être un vrai concurrent pour les Warriors de Golden State et les Rockets de Houston. Je pense que Golden State est largement au-dessus. Après, on a les Rockets qui ont failli les éliminer l'année dernière. Mais j'ai l'impression que les Rockets vont peut-être être un peu moins forts après avoir perdu Trevor Ariza et le Camerounais Luc Mba Amouté, qui étaient deux des meilleurs défenseurs de l'équipe. Et c'est avec leur défense qu'ils ont donné des problèmes à Golden State en playoff. Donc si la défense de Houston est moins forte, peut-être l'équipe de Houston aura du mal à être aussi performant que la saison dernière. On va voir. Carmelo Anthony arrive. Moi, je crains qu'il soit un peu en fin de carrière. On va voir s'il arrive à bien s'entendre avec le coach et les autres. Mais pour moi, c'est Golden State qui reste l'archi favori. DeMarcus Cousins s'entraîne déjà avec l'équipe, donc il va peut-être revenir plus vite que prévu. Donc là, vous pouvez avoir pour la première fois dans l'histoire de la NBA un 5 de départ avec 5 All-Stars à Golden State. Donc Golden State reste largement favori. Est-ce que êtes-vous favori du fait que le nouveau système actuel, c'est-à-dire ce qui est en mode, c'est de voir des superstars quitter leur franchise de toujours pour se réunir en vue d'avoir une bague? Est-ce que vous êtes fan de ça? Je ne suis pas particulièrement fan. Moi, je préfère quand il y a une certaine parité et que toutes les équipes ont une chance de gagner quelque chose ou d'aller loin en play-off. Quand c'est équilibré, je trouve que ça donne un meilleur spectacle. Mais bon, c'est un peu le phénomène du moment. Comme Golden State, avec beaucoup de chance et beaucoup d'intelligence, a réussi à faire une équipe très très forte autour de Stephen Curry,
Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green. Vous ajoutez maintenant DeMarcus Cousins. Bon, ça a obligé les adversaires à faire la même chose. Parce que Golden State avait réuni tous ces grands joueurs en même temps. Donc ça veut dire que Houston, pour être concurrentiel, devait faire la même chose. Ils ont fait venir Chris Paul avec James Harden. Les Lakers font venir LeBron et ils espèrent faire venir peut-être Kawhi Leonard ou un autre joueur la saison prochaine aussi. Donc c'est ce qu'on appelle les super teams. Et Boston, c'est un peu la même chose. À l'Est, Philadelphie très jeune, mais il y a pas mal de stars déjà ensemble. Et Toronto a récupéré Kawhi Leonard. Donc, j'allais vous demander à qui profite réellement le départ de LeBron James de l'Est à l'Ouest. Est-ce que ça profite aux Boston Celtics? Mais quand on voit également le départ de Kawhi Leonard pour Toronto Raptors, on se demande si les Raptors ne viennent pas de frapper un grand coup. C'est possible. Si Kawhi Leonard retrouve le niveau qu'il a eu en 2014, quand il était meilleur joueur de la finale NBA et champion avec San Antonio, Toronto peut éventuellement jouer les troubles faits devant Boston et Philadelphie. Je pense que ces trois équipes sont largement au-dessus des autres. Je crois quand même que si tout le monde reste en bonne santé, Boston est au-dessus, comme Golden State est au-dessus à l'ouest. Après, c'est entre Toronto et Philadelphie. Et après, il ne faut pas oublier Antetokounmpo et Milwaukee, parce qu'il va être ambitieux aussi, The Greek Freak. Donc, bon, tout ça va donner un bon spectacle et plein de matchs intéressants à suivre pendant la saison régulière. Mais bon, à la fin, je suis quand même plutôt convaincu qu'on va se retrouver en finale avec Boston face à Golden State. Alors, êtes-vous plutôt Michael Jordan ou bien LeBron James? C'est un débat pratiquement chaque année qui revient sur la table. Êtes-vous de quel côté? Votre cœur est beaucoup plus basculé de quel côté? De LeBron James ou de Michael Jordan? On me demande souvent qui est le meilleur joueur de tous les temps. Et moi, je réponds toujours Bill Russell. Donc, c'est pour des historiens de basket, c'est celui qui a gagné 11 titres en 13 saisons avec les Celtics dans les années 60. C'est le plus grand champion winner de l'histoire du sport. Mais bon, si on veut comparer Jordan et LeBron, ce sont deux joueurs différents, mais ce sont deux joueurs qui ont porté leurs équipes vers les sommets pendant une longue période. Mais bon, Jordan, il fait quand même 6 finales, 6 titres et 6 fois MVP. Ça, c'est quand même plus fort que LeBron avec ses 3 titres, même s'il a fait 8 finales de suite. LeBron, c'est un joueur plus puissant, un bulldozer, mais qui possède aussi une bonne technique. Jordan était plutôt un joueur aérien et spectaculaire qui a rajouté de la technique et notamment le shoot pendant sa carrière. Donc les deux joueurs ont travaillé pour progresser pendant leur carrière et ça c'est important à retenir pour les jeunes parce que même si tu es le meilleur joueur du monde, tu peux toujours progresser et des joueurs comme LeBron James et Michael Jordan ont toujours fait ça. Mais honnêtement, je pense que la carrière de Jordan est quand même plus forte que la carrière de LeBron. Alors, Joel Embiid, est-ce qu'il, selon vous, atteindra-t-il un jour le niveau d'un certain Hakeem Olajuwon, le légendaire d'origine nigériane? Ça c'est un très haut niveau à atteindre. Il va y arriver, je pense, s'il reste en bonne santé. Il a fait une super saison la saison dernière. Bon, lui, il dit qu'il est candidat pour MVP, donc il ne manque pas d'ambition. Je ne pense pas qu'il va être MVP, mais je pense qu'il peut être dans la discussion. Il peut être éventuellement dans le top 5 des meilleurs joueurs NBA. Et s'il fait une super saison et si Philadelphie gagne beaucoup de matchs, pourquoi pas? Il sera peut-être candidat pour MVP parce qu'il est très complet. Il est fort en attaque et en défense comme Kawhi Leonard. Tandis qu'un joueur comme James Harden, il est surtout fort en attaque, par exemple. Et Russell Westbrook. Mais bon, je pense que Embiid doit confirmer la saison dernière en étant encore plus fort. Et j'espère qu'il va calmer un peu le côté un peu folklorique avec les réseaux sociaux, parce que ça fait rigoler et tout ça. Mais parfois, il va un peu loin. Et je pense qu'il doit d'abord être un grand professionnel s'il veut faire une grande carrière. Alors, quel est le joueur africain qui évolue en NBA qui vous a le plus marqué, si on veut dire historiquement? Sans aucun doute, Hakeem Olajuwon, que j'ai eu la chance de recevoir à Paris après ses 2 titres en 94-95, quand Jordan était à la retraite. Et Olajuwon, c'est un grand gentleman,
très humble, super intelligent. Et ses contres, il savait tout faire. Mutombo était un grand défenseur, mais Olajuwon était un énorme attaquant et un énorme défenseur en même temps. Il gagne 2 titres. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur africain de tous les temps, en attendant que Embiid se hisse à son niveau. Alors, beaucoup disent que Olajuwon est le meilleur pivot de tous les temps dans l'histoire de la NBA. Que dites-vous de cela? Par rapport à Olajuwon, Oui, Hakeem Olajuwon. ah non, parce que les meilleurs pivots, c'était plutôt dans l'histoire de la NBA. Bill Russell, Wilt Chamberlain, l'homme qui a mis 100 points dans un match, qui a tourné à 50 points par match pendant toute la saison en 62. Après, vous avez Karim Abdul-Jabbar, meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, 6 titres et 6 titres de MVP. Donc, Olajuwon a eu quelques années extraordinaires, mais il n'a pas eu la même longévité que Karim Abdul-Jabbar, par exemple. Et puis, même un joueur comme Shaquille O'Neal pourrait se dire j'ai été plus fort qu'Olajuwon. Mais bon, ce que j'ai adoré avec Olajuwon, c'était sa technique et l'élégance dans son jeu. Alors, le match que vous avez eu à commenter, qui reste selon vous un souvenir inoubliable, c'est lequel? Parce qu'on se souvient encore de ce match historique-là, dans lequel il y a eu le match spectaculaire de Vince Carter lors des JO. Est-ce que ce match vous a marqué à quel point? On va dire, sur une échelle de 10, vous le classez on peut dire que c'est le meilleur dunk de l'histoire, donc 10 sur 10. Le match n'était pas particulièrement remarquable en dehors de ce dunk qui a fait le tour du monde et qui a rendu Frédéric Weiss célèbre, le pivot français. Mais bon, on me demande souvent quel est le plus beau match que j'ai commenté et je dis toujours la finale de 2008 à Pékin. Parce qu'on avait la Dream Team américaine face à une Dream Team espagnole. Les 2 équipes au sommet de leur art. À la mi-temps, les 2 équipes avaient dépassé les 60 points. Et déjà à la mi-temps, j'ai dit à mon collègue David Cosette, je pense que nous sommes en train de regarder le plus beau match de l'histoire de ce sport. Et beaucoup de gens ont dit la même chose à la fin, parce que le match était serré, ça s'est joué sur un ou 2 paniers. Et surtout les niveaux de jeu, avec 2 équipes qui jouaient vraiment au top, était incroyable. En tout cas, merci encore M. Giorgetti d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un grand plaisir pour nous. Un dernier mot pour les fans qui nous suivent depuis la page sur Facebook. Nous repartons dans 10 jours pour une nouvelle saison sur Canal+ Afrique avec le vendredi soir, le magazine Canal NBA et le dimanche, les matchs en direct. Donc, on vous attend nombreux. Merci à beaucoup. bientôt.